Ça va, Armand? Donner rendez-vous dans un lieu un peu spécial pour se girer rouler chez vous. Bah écoute, en fait, quand tu m'as demandé de quoi j'aimerais parler avec ma voiture, en fait, quand je lave ma voiture, c'est un vrai moment pour moi. Ça veut dire que je vais faire que ça et que je vais penser à rien d'autre. Je suis obligé de prendre le temps de le faire parce que j'aime bien que ma voiture soit propre. Et donc, c'est un vrai moment de bagnole, Okay. quoi. Elle a besoin un peu d'être lavée. Oh la vache! J'avais même pas vu ça. Tu vois, comme quoi il faut la laver régulièrement. Tu me donnes 5-10 minutes? 5-10 minutes, Petit coup ça de roule. Karcher et tout, parce que je la mets pas au rouleau, je suis un peu maniaque. Tu l'essuies à la peau de chamois? Non, j'ai arrêté tout ça, mais un jour je t'en parlais, j'ai fait du detailing et tout, j'ai tout fait et tout, mais ça m'a saoulé. Tu nous en parles après? Ouais, j'ai quit. Trop bien. Bienvenue sur Machinistique. En fait, je la lave jamais au même endroit. Tu vois, je suis jamais venu ici, par exemple. Ok. Et j'ai un petit sac dans ma voiture. En fait, comme tout le monde, je crois que tout le monde fait ça. Ça, c'est tous tes jetons de lavage. Ouais. C'est improbable. Tu vois, c'est des car wash de la France entière. Mais tu t'y retrouves jamais. Non, Qui s'y retrouve avec? je pense que ça va ne faire que grossir. C'est marrant. Donc je vais essayer cela, voir si ça marche. Peut-être qu'avec un peu de chance, ils vont marcher. Oh my God, I'm just playing with them now, yeah. Oh my God, what she saying, say it loud, yeah. I can't respect it, I'm in the gym, but I am not flexing. Came from a Ford, I'm needing a Lexus. Shooting like Luke, I told him I'm next, shit. Tu le fais d'une manière où on dirait que ça rose tes bégonias. Je me dis comment avoir la classe en lavant sa caisse. Après, il y a des mecs, ils ont un geste hyper classe, font comme ça et tout. Je sais pas trop bien faire. Donc là, j'essaie de trouver une pose un peu dilettante, mais pas trop. C'est un peu flegmatique. C'est ça. J'avais choisi un gilet voyant pour le car wash, tu vois, qu'on se dise le mec s'habille pour le car wash. On va passer au rinçage. J'aimerais bien être payé pour laver ma propre voiture ou gagner un truc. À part la satisfaction de l'avoir propre. C'est toujours un moment, quand la voiture elle devient propre, où tu la re-aimes un petit peu aussi. Je l'aime toujours. En fait, je la lave pas pour l'aimer plus, je la lave pour que vous l'aimiez plus. C'est un peu le problème de E30 aujourd'hui, c'est que les gens les aiment beaucoup trop. Par rapport à il y a quelques Avant tout années. le monde se foutait de ma gueule parce que j'avais cette caisse, maintenant les gens en veulent une, ça m'énerve aussi. Je suis d'accord. Ça fait longtemps que tu roules en E30. Ouais. C'est vrai, j'ai pas compté. Bien avant la mode. Celle-là, ça fait 20 ans que je l'ai. J'en avais une avant, une phase 1, que j'adorais, mais grave. Celle-là, je l'adore aussi, mais je préfère les phases 1. Avec les petits pare-chocs chromés. Moi, les j'avais petits un phares. Shadowline Ah, elle était toute noire. noir avec les phares jaunes et tout, et il y avait zéro option, elle était hyper légère, je l'adorais. Et on me l'a coupée en deux, tu vois, et avec le camion, ils sont arrivés ici à peu près. Tout ça, c'était ramassé. T'étais tout seul dans la voiture. Heureusement. En fait, avant, ma première voiture, c'était une Peugeot 104. D'accord. Et un jour, on m'a volé, on m'a cambriolé, on m'a volé mon ordinateur avec lequel j'avais besoin de travailler. Ok. Mon beau-père, qui est adorable, m'a dit « Je te prête de la thune pour acheter un nouveau MacBook Pro. » Et j'emmène ma 104 au contrôle technique dans un garage BMW à Nation. Et je tombe sur ma première E30 et je tombe amoureux direct. Donc j'appelle mon beau-père, je lui dis « Ça fait pas chier si j'achète pas un ordi tout de suite parce que je vais m'acheter une caisse. » Et donc je suis parti essayer la E30 avec un pote. Et je me souviens sur le périph', j'ai mis la 3e et il m'a dit prends-la, c'est génial. C'est quoi qui t'a le plus charmé sur la voiture? En fait, j'aime tout dans cette voiture. Elle est légère mais rapide, elle est moderne mais vieille, elle est facile à dessiner mais en même temps sophistiquée. C'est vrai. Le moteur, on dirait un gros chat qui tronronne ou alors qui s'énerve d'un coup. L'équilibre de la voiture, il est fou. Je pense que c'est la caisse la plus agréable à conduire que je connaisse. Alors, un peu de rinçage et après on passe à la cire. Allez. Regarde, quand tu regardes l'arrière de la voiture, regarde, c'est que des lignes droites, quoi. C'est vrai. Il y a une courbe ici, là. Mais et tu sais que sans béquet, elles sont toujours plus belles, je trouve, parce que ça, tu vois un peu. Ouais, moi j'adore l'arrière sans béquet, c'est pour ça que, en fait, quand je l'ai acheté, il y avait un aileron faux M3. Ok. Et c'est le premier truc que j'ai scié avec mon père quand j'ai acheté la voiture. Et pendant 3 ans, j'ai roulé avec des trous dans le coffre et j'avais mis des bouchons en plastoc. Oh putain. Il y a un truc, les jantes sont neuves.
On me les a offertes neuves. Elles ont même pas 1 an et demi, 2 ans. C'est des BBS? C'est des BBS authentiques, ouais. Incroyable. Et en fait, j'ai revendu celles que j'avais d'origine dessus, qui étaient les mêmes. Il y avait une qui était une copie et 3 jantes. Et j'ai donné l'argent à une asso caritative. Trop bien. C'est marrant que tu dises ça et que tu aies fait cette action-là. Tu sais, l'automobile, c'est souvent vu comme un truc, une façon un peu beaufarde ou des gens qui pensent qu'à leur voiture, etc. Et toi, tu as vendu des pièces de ta bagnole pour une association caritative. Comme on m'avait donné les jantes, j'avais un peu de scrupule à vendre des trucs alors qu'on m'a donné. Et je cherchais un truc à faire et je me suis dit voilà. Ouais, c'est marrant. Celle-ci, elle a la banquette avec le... Il y a la trappe à ski aussi. Ça, c'est rare. T'as l'ordinateur de bord. Ordinateur de bord, pardon. Je m'en suis pris plein la tête. J'ai essayé de l'enlever avant. Après, je vais friser, c'est chiant. Il y a la clim, châssis sport, les fauteuils sport, le pont autobloquant. Là, c'est une vraie belle E30. Pas le dire trop, mais c'est une méga caisse, quoi. Allez, c'est fini presque. À une certaine époque, j'avais un truc spécial. Après, tu vois, j'enlevais l'eau. Et après, je mettais le polish. Tu fais du golf. Bah ouais. Comme tous les bourgeois en voiture allemande. Attends, t'as une voiture téléguidée? Ouais. Attends, c'est méga marrant. Voilà, je la sortais de temps en temps. Sur les tournages, elle est belle, hein. Ouais, elle est vraiment cool. Donc à la fin, généralement, je la fais rouler comme ça. Sur la pour protéger la coque. Mais elle allume même ses phares et tout, hein. Putain, c'est trop bien. On dirait celle de Ben Auto, là. Ouais, exactement. On a une comme ça, un petit peu. Mais il a la vraie, lui. C'est un club de RC qui me l'a offert. Il y a plein de choses dans ton coffre intéressantes, là. T'as la voiture. J'ai des espadrilles, tu vois. T'as des espadrilles, j'allais venir. Si jamais je conduis, j'ai un casque. Non. Ouais, c'est un cadeau de Thomas, de Retromania, tu vois. Un petit casque. Il est super beau. Il est mignon, hein. Du coup, ta voiture, quand tu la laves, c'est le moment où tu peux te retrouver avec. Quand tu laves une voiture, tu fais que ça, tu penses pas à autre chose. J'en ai parlé souvent avec des potes qui sont un peu comme moi, qui dans leur milieu taisent un peu leur passion de l'automobile. Enfin, avant que je fasse Top Gear, tu vois, j'en parlais pas beaucoup. Et on était d'accord sur le fait qu'on trouvait ça agréable le moment où... mais même, tu vois, passer du polish ou... frotter un peu. À un moment, j'avais acheté des trucs de detailing, j'adorais espèce de brosse là, où tu fais vraiment là, tu vois, tu fais tout ça et tu passes vraiment 20 minutes à nettoyer ta calandre. Et puis, hyper chronophage. Mon père m'a montré un truc. Mon père, sa voiture, elle dort dehors tout le temps. D'accord. Et quand il la vend, il fait venir des mecs qui nettoient complètement la voiture et il la vend en disant toujours coucher garage. Putain, c'est trop drôle. Et en fait, elle est nickel sa voiture parce qu'il dit sous les champignons, elle est toujours pas. Et comme ça, elle est protégée. Ça se tient. Tu parles de ton père et tu dis que dans ton entourage, il y a très peu de personnes qui n'aiment pas les voitures. Tu taisais un petit peu ça. Ouais. Et ça vient d'où? Ça vient de ton père, justement, les voitures? Pas spécialement. Quand je suis né quasiment à Paris. Okay. Et mes parents ont toujours eu des parkings dans Paris. Et en fait, je crois que depuis tout petit, j'ai commencé à faire l'inventaire des voitures qui étaient autour de la voiture de mon père. Donc je voulais toujours l'accompagner au garage et en fait je regardais les voitures et j'ai une bonne mémoire donc je mémorisais les modèles et à la fin ça m'obsédait un peu. Et je disais à mon père, tu vas acheter quoi comme prochaine voiture? Et puis j'avais un cousin qui aimait bien les caisses aussi, qui était ingénieur, qui avait des magazines de voitures. Et dès que j'étais chez ma grand-mère, je les lisais et je passais des heures, tu vois, sur les catalogues Mercedes. Et en fait, ça m'a jamais quitté. J'ai toujours regardé toutes les émissions de bagnole, un peu en cachette. Dès que je pouvais, je lisais un peu la presse automobile. Quand j'ai commencé à faire de la musique et du dessin, mes potes, c'était carrément, ils étaient anti-bagnole déjà il y a 40 ans, ils trouvaient ça beauf et tout, donc moi je disais rien. Je faisais du rap. Dans le rap, c'était un peu plus cool, la caisse, tu vois. Ça avait une belle bagnole ça faisait partie du truc. Et puis, bah voilà, j'ai toujours eu des voitures, j'ai toujours adoré conduire. J'ai eu mon permis assez tard, et puis je crois qu'à partir du moment où j'ai eu mon permis et que j'ai commencé à conduire, je suis devenu fou de caisse, quoi. C'est fou. Je voulais rouler. Mais t'as essayé plein de voitures avec tes boulons, on en parlera après. Enfin, j'ai un compte sur Pinterest, je crois que j'ai essayé 500 bagnoles pour l'instant. Bah, c'est ma préférée en fait. La vérité.
Pendant 10 ans de Top Gear, on m'a demandé ce que je préférais comme voiture et je savais pas quoi répondre. Et en fait, c'est venu il y a pas très longtemps où je suis descendu d'une voiture et je récupérais ma voiture. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est celle-là la mieux. En plus, j'ai plein de souvenirs avec. On a été à Venise, à Barcelone. On a fait les lacs. C'est une vraie voiture de famille, donc c'est pas, tu vois. Je la considère pas comme une voiture de collection, c'est ma voiture. C'est ta bagnole. Je roule avec. Ouais, c'est un membre de la famille. C'est comme, tu la vois un peu comme un animal de compagnie ou quelque chose comme ça, tu sais, le bon vieux bulldog. Ouais. Le gros chat, moi je l'appelle la panthère noire. Mais après, c'est vrai, je lui parle. Je suis un peu Vraiment débile, ouais. Tu lui dis quoi? Je sais pas, quand j'ai pas roulé depuis longtemps, je lui dis tiens, ça va toi? Ah, t'es toujours là? Ou quand elle. Ah, c'est drôle. Je lui dis des trucs, je lui dis au revoir quand je la gare pour un moment. Je fais allez, salut. Voilà, par contre, je l'appelle jamais Titine. Pas de surnom. Pas de surnom. Non. Je lui parle juste comme ça. T'as vu là, il y a un truc, ça me rend fou, ça, je le vois. Merde. Tu l'as commis? C'est un con qui est tombé avec son scooter. Il a fait comme ça, béon, dans les embouteillages et il m'a fait ouais, y a rien. Et on était sur le périph et tout, et donc j'ai pas pu. Putain. Et après, je me suis arrêté et j'ai vu. Béon. Tu nous emmènes sur ta route préférée? Bah, c'est pas ma route préférée, mais quand tu m'as demandé où est-ce que je roulerais, où est-ce que j'ai roulé, c'est quand même le périph' où j'ai roulé le plus souvent. Tu vois, quand je faisais de la musique dans les années 90, fin des années 90, et ben je faisais toujours un tour de périph' avec ma troupe. Et tu faisais de la musique dans les fin des années 90. Les gens qui regardent cette vidéo, je pense, te connaissent beaucoup pour Top Gear. Et pas forcément. Alors, j'ai été en fait. Quand j'ai rencontré ma femme, regarde cette belle lumière qu'on a. C'est incroyable. Quand j'ai rencontré ma femme au milieu des années 90, on bossait ensemble sur un court-métrage et je faisais la musique du court-métrage. Et c'était avec un groupe qui s'appelait le Saiyan Super Crew, qui était un groupe de rap. Et en fait, à un moment, elle m'a dit « Tu devrais envoyer une cassette ». Chez Source, c'était le nom du label. Et en fait, ils m'ont rappelé et je me suis retrouvé sur une compilation sur laquelle il y avait Air, Daft Punk et tous les groupes de la French Touch. Et c'était le premier morceau de chacun. Ok. Pour la sortie de mon premier album qui s'appelait Le Petit Nabab, j'organisais dans ma 104 des écoutes avec des journalistes. Donc ils montaient dans ma bagnole, j'avais une glacière avec à l'époque du Genie, du Fanta, du Sprite. Et les premiers journalistes qui ont écouté mon disque, ils les ont écoutés dans ma 104. Tu avais mis une installation de son dedans? J'avais une installation, j'avais un poste Sony avec des enceintes. À l'époque, je savais pas faire et tout, je les avais mal vissées, elles tombaient un peu, mais le son était pas mal. Et derrière mes fesses, j'avais un tube de basse Sony et en fait il y avait un gros son quand même. Donc c'était pas indigne. Et déjà mes potes ils venaient écouter des cassettes, leurs cassettes dans ma bagnole. Et après j'ai cherché aussi à installer du son dans ma première E30 et là j'avais carrément mis un mini jack pour brancher mon iPod et tout ça. Ça à l'époque t'étais toujours des années 90? Ouais, tu cherchais vraiment à écouter de la musique. Fallait se creuser la tête pour faire ça déjà. Ben en fait, j'écoute tout le temps de la musique en voiture. Et surtout très très fort. Quand je suis tout seul, ma femme et mes filles, le rap des années 90, ça les gonfle. Mais moi, quand je suis tout seul, j'écoute ça ou de la drum and bass. Donc il faut beaucoup de basse. Donc pour moi, c'est important d'avoir un gros son dans une voiture. Il faut vraiment que ce soit fort et qu'il y ait une grosse pression acoustique. Ouais, c'est marrant. Et là, c'est assez simple. Tu vois, j'ai mis des enceintes et puis j'ai un caisson de basse sous mes fesses. D'accord. Et ça résout le problème. J'ai l'impression que le périph, il est bien bouché. En fait, c'est ça le truc du périph. Comme ça, on a le temps de se parler, tu vois. C'est vrai. On va voir ce que ça donne. Et là, c'est vraiment trop beau à chaque fois. Quai de Javel et tout, c'est super, hein. C'est beau. Et il y a une histoire automobile ici. Bah oui, c'était C'était Citroën. Exactement, c'était les usines d'André Citroën, les premières usines d'André Citroën. Ça, c'est dingue. Et là, tu vois, quand je faisais de la musique et que je sortais de studio, ce virage-là, quand tu vas très très vite, il est vraiment chaud. Tu disais, ça te faisait décompresser un peu? Ouais, ça me faisait décompresser. Et là, en fait, ce virage, t'as l'impression que c'est rond, mais en fait, ça ferme plutôt pas mal là, après la bosse. Et comme t'es en descente et tout,
faut être assez prudent. Et t'as un changement de lumière dans le tunnel. Faut faire gaffe. C'était le virage presque le plus chaud, je trouvais. C'est des années 90, pas de radar. Pas de radar. Fou, en fait, tu sais ce que tu voulais. Ouais. À 4h du mat, quand il n'y a personne sur le périph' et que tu roules un peu vite avec une Golf GTI, c'est les années 90, quoi. C'est fin des années 80. C'était quand même pépère, quoi. C'était juste un peu de sensation, plus la fenêtre ouverte. C'est avant le petit Nabab, etc. T'as fait du rap? Et c'était le début du rap, 88-89. Donc assez vite, j'étais un des premiers à écouter du rap à Bordeaux. Et donc je me suis fait des potes qui écoutaient du rap. Au début, quand je suis arrivé, il y avait une dizaine de mecs qui écoutaient du rap dans Bordeaux. Et donc on a commencé à en faire tout naturellement. C'est fou. Et pendant 2-3 ans, j'ai fait ça pas mal. J'ai fait un disque et tout. Mais les maisons de disques me disaient il n'y a pas de place pour un rappeur blanc, intello, upper middle class, ego trip, psychanalytique, où je me foutais de ma propre gueule, de mes plans loose. Tu vois, c'était un mix un peu entre Beck, I'm a loser baby, tu vois, un côté loser américain et du rap new-yorkais, plutôt intello et assez peaceful, quoi. Ok. Mais donc ça marchait pas. Et en fait, mon premier album de musique électronique que j'ai signé, c'était les instrus de mon album de rap. Et le Joli Dragon, c'était un morceau où je rappais dessus à l'origine. Joli Dragon, c'est ton hit? C'est mon hit, voilà. Et c'est la naissance de ma première fille. Et c'est ma femme qui a trouvé le titre. Ok, et qui chante? C'est elle qui dit Joli Dragon, où es-tu? Et c'est elle qui chante sur le titre. Ah, c'est hyper marrant. Voilà. J'ai continué à produire des trucs. Et j'ai fait un deuxième album qui a moins marché. Qui était un peu plus R&B, mais en fait, j'avais pas trop la connexion pour faire des trucs R&B. Comment ça s'appelait? Ça s'appelle Playlist, et il y a pas mal d'artistes que j'aime bien dessus. Nicolette, qui était une chanteuse de Massive Attack. Ah oui. Émilie Simon, qui démarrait juste sa carrière. Et c'est un chouette disque, mais bon, il a pas trop marché. Et après, j'en ai fait un dernier où je suis allé en Inde. Et là, j'ai pris une claque où j'ai passé pendant 2 mois des rendez-vous avec des musiciens et tout, et c'était génial. Et pour moi, c'est mon disque préféré. Et celui-là, il a pas mal marché, mais c'était au début du streaming, tu vois, le périph'. On s'arrête, ça y est, c'est génial. Écoute, au moins, on n'aura pas de problème de son. Voilà, on a quand même roulé un petit peu, hein. On a fait 4,2 km sans s'arrêter. Mon disque en Inde, c'était génial, c'est mon préféré, mais en fait, quand je suis rentré... ma maison de disques voulait pas le sortir et donc j'ai fait une distrib, on en a vendu 45 000 et tout le monde m'a dit c'est génial et tout. Et moi je me suis dit il faut que je trouve autre chose à faire parce que 45 000 albums, je peux pas nourrir ma famille et tout le monde. Bien sûr. Donc t'as plusieurs cordes à ton arc. Bah je savais pas, mais j'ai croisé un pote dans la rue qui m'a dit on cherche un rédacteur en chef pour mon magazine, viens. Et donc j'adorais ce magazine qui s'appelait Intersection. Magazine de voiture. Qui est un magazine de mode et d'automobile. T'as fait ton coming out avec un magazine qui est même... C'est un pote qui a créé Intersection et il a fait son buzz parce que son premier magazine, ils ont mis une Audi TT qui était la première Audi TT qui sortait des chaînes de chez Audi. Non, ouais, pour la route, fin... ouais, qui était dessinée comme un concept et qui est quasiment sortie telle qu'elle a été dessinée. Et ils ont mis la voiture dans une piscine et ils ont fait un shooting dans l'eau avec des fringues de mariée et tout. Wow. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça aurait décollé, mais fois 20 000. Bien foufou, et c'est hyper beau, la série, elle est hyper belle et ça a un peu posé les bases du magazine. Mais en fait, ce qui me plaisait le plus, et c'est là où j'ai mis un peu le doigt sur ma passion automobile, c'est que on shootait des concepts avec des séries de mode. Et tous les concept cars qui sortaient, on essayait de les choper pour faire des séries de mode avec une belle voiture. Et en fait, j'avoue que j'adore conduire et à 50%, j'aime les concept cars des marques. Pour moi, c'est vraiment le truc... Qu'est-ce que tu trouves? Mais en fait, il y a une sorte de liberté dans les concept cars que tu trouves pas dans les voitures. On est d'accord que les concepts sont toujours magnifiques et la voiture dans la rue, après, elle a plus la gueule qu'elle avait quand elle te faisait rêver sur les pages des magazines, quoi. Sauf à quelques rares exceptions, la Lamborghini Countach ou quelques trucs italiens qui ont été produits exactement comme ils ont été dessinés. Tu te dis, waouh, c'est un vaisseau spatial. Donc déjà, en plus ça c'est très français. Je sais pas, tu vois toutes les
Les marques françaises, quand elles font des concept cars, elles pensent futur. Les marques allemandes, elles pensent concept et mobilité. Les Anglais, ils pensent élégance. Tu vois, et je pense qu'on peut résumer, allez, grossièrement les pays comme ça. Je vais dans les concept cars chercher un truc qui me fait rêver et qui se projette sur le futur. Tu vois, il y a un truc de ma génération que tu n'as peut-être pas vu, mais qui m'a fait rêver, qui était un concept car Peugeot, qui s'appelle Proxima. C'est à l'époque de la 905 un peu, enfin c'est début 90. Ouais, je pense que c'est même fin 80, ouais. Ok. Et c'est un concept car rouge avec des gros turbos apparents sous les ailes. Ah, je vois pas. Un Minitel dans le tableau de bord. Ah ouais, non mais c'est un délire. Je me souviens quand ce concept est sorti, j'ai fait waouh, on dirait une caisse de course, un vaisseau spatial, un ordinateur. Non mais c'est dingue de passer d'un monde à l'autre, faire de la musique. Ouais. Et après, tu repasses sur les voitures. En fait, je crois que j'ai fait tout ce qui m'empêchait finalement d'être dans un bureau. Ça t'angoisse ? C'est mon angoisse, ouais. Ouais. Je crois que j'adore bosser en équipe, mais j'ai un fonctionnement, tu vois, j'aime pas les horaires fixes, j'aime pas... Et donc, en fait, toute ma vie, ça a été des hauts, des bas, des machins. Et finalement, mes filles aujourd'hui, qui ont 26 et 22 ans, elles font la même chose. Elles sont artistes toutes les deux. Elles sont artistes toutes les deux. J'aurais adoré la grande Louise, qui a un nom d'artiste, s'appelle Louise Chéry, et qui fait de la pop. D'accord. Et donc, elle fait de la comédie musicale, machin, et elle est en train de préparer son premier album. Tu leur as renvoyé un petit peu ça aussi, c'est que t'es libre de faire ce que tu veux. Et... Bah ouais, en fait, j'ai envie que mes enfants ils soient heureux, donc bon. Après, c'est sûr que si elle m'avait dit je vais être dealer ou serial killer. Un quoi ? Je crois pas. Serial killer. Hein ? Serial killer. Pardon ? Un serial killer, un tueur en série. Ou je sais pas, vendeur d'armes, ça m'aurait fait chier aussi, tu vois. Oui. Mais là, je Faire de trouve la musique, c'est cool. La musique, c'est cool. Et la petite, elle est arrivée au bout de son cursus, donc elle a une licence et tout, et elle a dit je veux faire du théâtre. Donc elle fait du théâtre. Et donc elle fait du théâtre. Putain, c'est trop bien. Tout à l'heure aussi, quand on discutait au lavomatique, au carrelage, je sais pas comment on appelle ça. Ah ouais. Et j'aime bien le lavomatique. Moi aussi j'aime bien la vomatique, mais je crois que c'est plus pour les fringues. Ah, possible. Ouais. Est-ce que la voiture n'est pas un vêtement ? Vous avez 3 heures, le Tone. Ah, je suis complètement d'accord. Si tu montes dans une caisse pourrie, t'as un peu honte comme si t'avais un gilet sans manches avec des motifs jacquard vert, tu vois. Il faut assumer tout le temps, quoi. Déjà, quand il y avait l'aileron sur ma E30, ça me faisait chier. Après, des trucs vraiment spé, je peux assumer, mais bon, globalement, je trouve qu'il y a un truc quand tu montes dans une voiture qui est hyper classe, La E30, elle t'habille un peu, quoi. ouais, vraiment. T'as toujours réussi à faire ce que tu voulais. Comme tu dis, des fois, t'as sûrement manqué de thunes. Ouais. Ça devait être très stressant. La télé, c'était cool, franchement. Du coup, t'es passé d'Intersection à Top Gear. Ouais, alors en fait, ce qui était assez marrant, c'est qu'au bout d'un moment, c'était cool, Intersection, et puis j'avais l'impression de refaire un peu les mêmes choses. Puis je savais vraiment pas ce que j'allais faire, tu vois, j'avais pas de chômage, rien. Et en fait, un pote qui est chez GQ m'a dit, t'y vas vendredi? Je dis quoi vendredi? Ben, il me dit, il y a le casting de Top Gear, tu vois, l'émission de bagnole et tout. Je dis, bah ouais, je vois. Il dit, appelle vite la BBC, moi je l'ai fait cet après-midi. Donc j'appelle, la nana elle me reçoit tout de suite. Je crois que j'ai fait une punchline qui m'a aidé, c'est que j'ai dit, bah moi je fais Top Gear ou rien, je vais pas faire les autres émissions. C'est la seule où je me sentirais un peu libre d'être moi-même et tout. Et puis finalement... Et après, il y a eu 4 nouvelles étapes de casting. D'accord. Et c'est un peu les Hunger Games. C'est ouais, exactement. Étape, qui... Ouais, j'en ai détruit pas mal des mecs, mais qui sont toujours à la télé, eux, finalement. Tu vois, ils ont gagné sur la longue durée. Mais ils voulaient tous faire Top Gear. Et en fait, le dernier jour, on s'est vu avec Bruce et Philippe. Et c'est vrai que ça a plutôt matché entre nous trois assez vite. Okay. Bruce, moi, je le connaissais parce que je l'avais vu rouler... à l'époque du câble, quand je donnais les biberons de ma fille à 3h du mat, tu vois, je regardais les courses de bagnole. Et donc, j'avais repéré un mec qui s'appelait Joanny en Formule Renault, et en World Series. Et il est toujours détenteur du record du Tour à Manicourt en 3.5. Ouais. Putain, la vache. Non, mais il met du... F1, hein. Enfin, c'est c'est des voitures de fou. Et donc, on a fait 8 ans de Top Gear, et j'ai vraiment aimé. Et c'est vrai que là, j'ai un peu chillé, parce que ça prenait du temps, mais pas tant que ça. Et en fait, on tournait toute l'année, quoi. Ok. On allait au Japon, au Pérou et tout. C'était génial. J'ai adoré faire cette émission. Et ça me permettait de dessiner, de faire un peu de la musique à côté et surtout d'avoir du temps pour être avec ma femme parce qu'on partait beaucoup, quoi. Okay. Donc on partait généralement, je sais pas, une quinzaine de jours quand on faisait les gros road trips. Et puis sinon, je tournais
3 jours par semaine où on partait à 3 avec les transferts et tout. En gros, ça faisait des semaines. Ah, c'est cool. Et pendant 8 ans, j'ai adoré. J'ai pas mal écrit, participé avec l'édito. Puis les dernières années, c'était un peu l'usure. C'était moins bien. Je trouve que c'était trop la course à la vachette, le premier qui arrive au drapeau et tout. Et on parlait plus de voiture. Ce qui était vraiment génial dans Top Gear, c'est que Clarkson, il était capable de dire bah ça c'est une caisse de kinésithérapeute de Montpellier. Et c'était vrai, tu vois. Et il disait ça, c'est typique la caisse du musicien un peu kéké qui a signé son premier disque, quoi. C'était un peu ton rôle de dire ce genre de choses. Bah, c'est ce que j'aimais le plus, tu vois. C'est-à-dire situer socialement la bagnole. Tu vois, quand tout à l'heure tu parlais, est-ce que la voiture est un habit? Elle est un habit, elle est un signe. Tu conduis pas une voiture innocemment. Si tu achètes une Mercedes ou une voiture, c'est pas pareil. On est d'accord que les gens critiquent ce côté manifeste, mais c'est un manifeste. Quand tu aimes vraiment la voiture, tu achètes une voiture qui te plaît vraiment. Oui. Et dans laquelle tu es bien ou que tu trouves belle. C'est vrai, tout à l'heure, tu regardais, on était arrêté. Et ben, moi aussi, je suis hypnotisé par les E30. Quand j'étais en tournage de Top Gear et que le matin, je voyais ma E30 sur le parking, bah, je trouvais qu'elle était plus classe que les autres caisses, quoi. Oui, clairement. Et donc, dans Top Gear, il y avait quand même ce côté, on parle de voiture, mais on raconte l'automobile. Et je sais pas, on avait fait un sujet, tu vois, personne n'a compris dans RMC, c'est au moment où ils ont fait passer la M5 BMW en 4 roues motrices. Oui. Donc, tu pouvais choisir de l'avoir en 2 ou 4 roues motrices. C'est le principe de l'électronique, machin. Et donc, avec Bruce, on est en train de se dire, mais en fait, on va faire ça, on va avoir tous les deux la même caisse. Et on va se dire qu'on n'a pas la même. Donc maintenant, moi je suis désolé, j'ai une M5, c'est une propulsion. Mais non, moi j'ai une 4 roues motrices. Et donc on peut raconter une 2 roues motrices et la différence avec une 4 roues motrices et tout. Ouais, bien sûr. On a galéré pour faire passer le sujet. Les mecs ils disaient mais je comprends pas. Ah, c'est où la blague? Je dis bah c'est ça la blague, c'est que c'est deux mecs débiles et que y en a un qui est persuadé que le 4 roues motrices c'est mieux et l'autre qui dit que une problème propulsion... c'est de leur faire l'humour un peu anglais. En France, un peu. Je sais pas si c'est... En fait, les Anglais, au-delà de l'humour qui est très particulier et qui est drôle, l'humour anglais, c'est que la population, intrinsèquement, a plus de culture automobile qu'en France. Elle est plus intéressée. C'est moins jugé blaireau. Et puis là, maintenant, c'est hyper polluant. Ça prend trop de place. Ben, c'est vrai, regarde, nous, on tourne, mais les gens, ils sont tous tout seuls dans leur bagnole. C'est vrai. C'est pas génial. C'est sûr que là, si tout le monde avait un moyen de transport plus agréable, les gens, ils préféreraient... Bon, après, c'est vrai que c'est méga cool d'être dans sa caisse. On est bien. Comme tu dis, tu peux écouter ta musique. Ouais, c'est ça. Si tu as 1 heure à passer, je comprends que les gens, ils préfèrent passer 1 heure dans leur propre voiture que 1 heure dans les transports en commun. C'est trop beau avec la lumière. Ça me fait penser à... Je crois dans un film, des fois, tu sais, la voiture, le pare-brise comme un écran de cinéma. Bah là, c'est hyper beau ici. T'as la belle lumière. Et là, t'as les nouvelles tours du haut de Jean Nouvel. Sur la tour qui est en face de nous, là? Ouais, tu vois le toit, l'espèce de toit penché, là? Ouais. Et ben là, il y a un rooftop où tu vois tout le périph'. Et j'avoue que les gens, ils regardent tous Paris. Et moi, j'adorais picoler en regardant là le sur périph'. Le rooftop. Ouais, là, tu vois, l'avant-dernier étage, on voit une barrière et tout. Donc, tu peux faire le tour. Et en fait, tu regardes passer le périph'. Et dans l'idée des nouveaux transports, etc., avec du coup l'arrêt de Top Gear pour toi, tu t'intéresses beaucoup aux voitures électriques? Bah en fait, j'ai vu arriver la voiture électrique. Déjà, je me suis jamais dit c'est nul. Enfin, tu vois, l'automobile depuis. Tu sais que quand je faisais Top Gear, je faisais aussi une émission que j'adorais qui s'appelait Les Grandes Heures de l'automobile. Oui, ça c'est très intéressant. Voilà, j'adorais ça. Je racontais l'histoire des marques. J'essayais des caisses. Tu vois, c'est quand même fabuleux. J'ai roulé dans des voitures de 1900 à l'époque où on appelait un chauffeur le chauffeur parce qu'il chauffait les bougies de préchauffage du moteur. Donc c'est fou. Le chauffeur était chargé de faire chauffer les bougies avant même de penser à démarrer le moteur. C'est dingue. Et en fait, quand tu roules avec ces voitures et que ça t'intéresse, tu t'aperçois que l'automobile, ça n'a cessé d'évoluer et que en fait, c'est un produit industriel qui est hyper répandu. Tout le monde a regardé, mis son cul dans une voiture, conduit une voiture, ça a transformé le monde et ça ne cesse d'évoluer. Donc ça me paraît logique que j'aimais pas le diesel, mais à un moment tout le monde parlait de diesel. Après, il y a eu le downsizing. C'est quand même incroyable comme les marques automobiles ont réussi à faire tomber les émissions de CO2
en l'espace de 5 ans. Ouais, c'est vrai. Sur des moteurs qu'on pensait inamovibles et tout, on s'est aperçu qu'on pouvait... Ils sont toujours là, ils consomment que dalle. Donc quand la caisse électrique est arrivée, je me souviens, j'étais un des premiers à essayer la Nissan Leaf. Alors ouais, la caisse, elle était moche, Ouais. mais on était à Monaco. À Monaco, il y avait déjà une centaine de bornes de recharge. Ouais. Et en fait, sur les routes de la Corniche, là, je me disais, elle est quand même agréable à conduire, la caisse. Oui, il n'y a pas de bruit de moteur, mais je préfère conduire une voiture électrique qu'un litre 6 TDI dans une mauvaise Golf, tu vois. Oui, carrément. Donc là, avec la fin de Top Gear, je me prenais des râteaux de la chaîne et de la BBC pour essayer de faire des sujets sur les voitures électriques. J'étais prêt à en brûler. Moi, je voulais foutre le feu à une Autolib, faire des cascades avec. Tout le monde m'a dit non, il faut plus faire ça, on détruit plus les caisses et tout. Ah, ça aurait été drôle. L'écriture que j'avais pour la dernière saison de Top Gear, c'était est-ce que c'est la fin de l'automobile? Okay. Et donc, l'idée, c'était de démarrer là-dessus. Et est-ce que c'est la dernière fois? Est-ce que c'est fini? Est-ce qu'on n'aura que des caisses électriques? Mais du coup, ça m'est resté. Et là, en fait, je voudrais faire une bande dessinée. Ni pour ni contre, mais c'est juste mes questionnements sur l'automobile électrique. Et tu vois, c'est parti d'un truc con. Là, je raconte des road trips de mes vacances et tout. Et en fait, j'ai remarqué qu'en Italie, les meilleures places près de la plage, il y a des bornes électriques. Donc, si j'avais eu une caisse électrique l'été dernier, je me serais gavé, quoi. J'aurais été garé devant toutes les plages. Ah, c'est trop drôle. Donc, je me suis dit, mon prochain road trip, ce sera en électrique et je raconterai les galères, les machins. Et puis, je raconterai comment vont vivre les gens, parce que s'il y a de plus en plus de caisses électriques, on va devoir vivre avec, quoi. Bien sûr. Mais je pense que c'est une alternative. Dis-moi si je me trompe, je vois ça un petit peu comme ça, mais toi, tu as l'essence, le diesel en thermique, et l'électrique comme un troisième moyen, comme il y aura l'hydrogène aussi à un moment, et bientôt on aura peut-être plutôt que 2 carburants, 3 ou 4 moyens d'alimenter un véhicule en tout cas. Je pense que oui, en thermique, il doit y avoir quand même moyen de remplacer les énergies fossiles par d'autres carburants. Carrément. Après, l'économie, elle est quand même fondée sur le pétrole depuis des années, donc c'est normal que les mecs qui dirigent la rotation du monde, ils aient pas envie de perdre leur business plan qu'ils ont élaboré depuis des années. Et de toute façon, c'est toujours les consommateurs les derniers consultés. En fait, c'est des solutions qui permettraient de garder nos voitures un peu de collection et de plaisir. C'est exactement à ça que je pensais. De dissocier la mobilité et le plaisir automobile, d'aller du point A au point B et de se servir de la voiture pour le plaisir. Parce que faire de l'autoroute dans une E30, même si ça reste sympa, est-ce que pour la planète c'est cool? Est-ce que pour la voiture qui commence à être une antiquité c'est cool? C'est cool, ça consomme pas mal. Et ouais. Et garder la voiture juste pour des plaisirs, d'aller sur des petites routes ou de temps en temps la sortir pour le plaisir, quoi. C'est quand même... Enfin, ce qui m'a donné l'idée de faire cette bande dessinée, c'est que quand j'essayais des voitures électriques, j'avais des messages de gens qui étaient vraiment haineux, paniqués. Je me suis dit, c'est quand même bizarre que les mecs soient si agressifs. Et comme je réponds tout le temps aux réseaux sociaux et que les mecs les plus agressifs, quand tu leur réponds normalement, ils finissent toujours par t'expliquer leur point de vue de manière beaucoup plus calme. Oui. Je me suis aperçu que la plupart des mecs qui gueulent sur l'électrique n'ont jamais essayé de voiture électrique. Ouais. Ils disent plutôt crever que d'essayer un aspirateur pareil. Et en fait, c'est ce que je leur dis, c'est essayez-les. Parce que c'est quand même... y a des bagnoles qui sont agréables à conduire. Si tu pars en week-end avec ta meuf, c'est mieux que je préfère rouler dans une voiture, dans la Mégane électrique moderne, qu'en Dacia Logi, tu vois. Oui, ça se tient. Tu vois, c'est bizarre ce bruit. Oui, ce bruit-là. C'est une E30. Ouais. Chaque fois qu'il y a un bruit nouveau, tu sais, wow, c'est une E30. Non, moi ce que j'aime bien avec ma caisse, c'est... Merde, c'est la fin du tunnel. Oui, il y en a un juste après, je pense que tu as envie de montrer. Ouais, j'aime bien. En fait, tu sais, mon parking, il a des marches qui ouvrent un petit peu mon pot chaque jour, et donc le pot, il fait trop de bruit. Enfin, souvent, tu sais, après, mais la ligne est d'origine, vous inquiétez pas. Je sais pas si ça va marcher. On l'a entendu un peu. Un truc un peu de Jackie, de faire ça. Mais c'est toujours assez marrant de mettre ses coups de gaz comme ça. Et... Ouais. J'adore. Je crois que par contre, la meilleure caisse pour faire ça, j'avais essayé une Ferrari 812 super fast. V12. Je crois que c'est vraiment la caisse qui m'a mis le plus les poils. Et là, tu vois, par exemple, là, on arrive vraiment sur le parcours que je faisais avec mes parents, puisqu'on prenait la 10 vers Tours. Ok. Et donc la 10, je pense que c'est l'autoroute que j'ai le plus pris. Il y a même un endroit où
mes filles, elles me disent, papa, c'est ton arbre qui est au kilomètre 123. Et en fait, t'as un arbre qui est très beau, très rond, avec une coupe un peu parfaite. Et derrière, tu as les 2 tours de la centrale nucléaire. Et tu vois, je trouve qu'à chaque fois que je passe dans l'axe de ce truc, j'y vois un truc poétique. Je me dis quand même, l'arbre, il est plus beau que l'arrière-plan, quoi. Là, j'adore le Parc des Princes. C'est vrai qu'il y a le Parc des Princes. Mais oui, ici c'est Paris. Où est-ce qu'on va se trouver une petite épicerie dans le coin? Là, normalement, sur la route, on devrait en avoir une. Et on va arriver directement à l'école militaire où on pourra se poser chill. C'est incroyable. Tu fais rugir ton moteur et je me dis, mais faut faire ça sur circuit. Ben, c'est ce que j'ai fait, jamais avec ma E30 parce que ça l'abîme. J'ai eu la chance de commencer par la Caterham et c'était génial parce que la Caterham, c'est une voiture complètement atypique et qui est vraiment super. Mais avec quand même un châssis tube et c'est une petite voiture de course, quoi. C'est une petite voiture de course. Au début, j'aimais bien le côté moto, tu vois, parce que t'es vraiment à ciel ouvert et tout. Et quand je suis arrivé en mid-jet, j'étais un peu claustro. Ok. Et aujourd'hui, je pense que j'aurais plus de mal à passer de la mid-jet à la Caterham, qui est quand même une voiture plutôt fragile. Okay. Je me suis croûté en mid-jet et je dois dire que j'étais content d'être dans une voiture avec un arceau mid-jet, qu'est-ce que c'est comme voiture du coup c'est un châssis tubulaire, carrosserie en fibre, pas d'électronique, un moteur de Clio RS, 240 chevaux pour 800 kg, une boîte SADEF 6 vitesses. Ça tue. C'est vraiment l'essence du sport automobile, tout ce qu'il y a de plus simple. Et en fait, il y a eu 2-3 années où on était avec 40 bagnoles sur la piste et tout, donc ça a très bien marché. Ça c'est cool, tous les mêmes voitures, c'est que du pilotage. C'est que du pilotage et j'ai vraiment beaucoup progressé. Bruce, il m'a vachement aidé, il regardait toutes mes vidéos, il m'a envoyé des reports de ouf. Puis j'ai découvert un peu... Ce qui était sympa avec la Caterham, c'est que je venais, je me mettais en combi, je faisais mes courses et tout, c'était cool. Après, la mid-jet, c'est encore déjà une étape un peu plus pointue. Je me suis encore beaucoup amélioré sur la gestion des courses et des machins. Et j'ai adoré ça. J'ai fait ça pendant 3 ans et demi. C'était charmé. Et maintenant, je fais une mini-série sur la mid-jet où je raconte un peu les paddocks, les pilotes et tout. Et c'est sur YouTube. Et ça s'appelle Mid-Jet TV. On a fait un épisode comme ça. On a mis les caméras, on s'est jeté dedans. Et le premier épisode, je conduisais et je faisais la chaîne. Et donc, je me suis pris un mur avec la caisse. Et donc, j'arrête de faire les deux. Maintenant, je vais faire que la chaîne. Trop bien. Et regarder les autres conduire. Et je vais faire un petit break là d'1 an de piloting. Je pense qu'il faut que je reprenne un peu mes esprits avant de... On peut pas faire 1000 trucs en même temps. Non, clairement. En vrai, c'est cool. Je me suis juste dit, je pensais, tu vois, que j'étais à 2 cm de ta voiture là-dessus, je suis naze. Tu nous as emmenés sur ta petite place, du coup. Ouais, j'aime bien. Ici, tu vois, la lumière tombe et tout. On a un beau ciel, c'est un peu dégagé. Personne ne vient. À Paris, c'est rare. C'est vrai que c'est cool. On est bien. Du coup, on a fait des achats sur la route. Ouais. On se boit une bière. Je fais comme si c'était ma voiture. Bah, vas-y. Bah, on se boit carrément une bière avant ça. Ouais. Les petits stickers machinistiques. J'adore les autocollants. Fast. Waouh, il est bien celui-là. Il est marrant, non? Moi, je l'ai mis là. Qu'est-ce que c'est? Des goodies? Ouais. C'est un petit t-shirt machinistique. Ah, il est trop beau. Ce n'est plus disponible sur le site, celui-là. C'est les derniers. Donc là, tu vas être bien. Bah, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. Et ben pour toi, j'ai des bières. Incroyable, merci beaucoup. Voilà une bière. Regarde, on fait comme ça. Bon, c'est pas très propre. Voilà. Bon, en vrai, c'est ok. Hein. C'est classe, Est-ce que c'est pas comme ça qu'on aime l'automobile? Derrière la caméra, vous voulez? Allez, vous pouvez couper maintenant et on boit un petit verre. Attends. Abonnez-vous, mettez un like. Dites-nous qui vous voulez voir dans J'irai rouler chez vous la prochaine fois. On a fait Tony. Ouais. On a fait Tone. Ça t'a plu? Ayrton Senna, ce serait cool après moi. Tone, un grand merci à toi. Ah bah de rien, merci à vous. C'est trop cool. La jeunesse. Et une petite pour WAM. Abonnez-vous, à bientôt sur Machinistique.